On commence ça doucement? Parce que là, dans les versions officieuses, j'ai 1 heure. Dans les versions officielles, j'ai 50 minutes. Fait que là, Simon-Pierre a la plus grande portion. Là, il est inquiet. Si tu ne commences pas, je vais être en retard. Fait que là, il faut que je démarre ça pour qu'on arrive dans les temps. Et je suis très content d'être ici avec vous aujourd'hui. La G-Tour Québec, c'est toujours un très bel événement. Puis, je suis bien content d'en faire partie encore une fois. Merci beaucoup de m'avoir invité, de m'avoir accueilli avec mon collègue Simon-Pierre. Tu veux-tu qu'on se présente, Simon? Bien sûr. Tu veux commencer? Je peux bien, oui. Donc, Simon-Pierre Morin. J'ai une maîtrise en génie informatique. Dans la vie, je porte plusieurs chapeaux, là, dont celui de Scrum Master et analyste qualité. Je donne d'ailleurs la formation d'assurance qualité à Sherbrooke. Je suis aussi analyste de données et analyste fonctionnel, conseiller technologique, et je suis chez Curiosity, qui s'appelait HyperShell anciennement, là, depuis 10 ans. Et moi, je suis maintenant avec Curiosité. Et tout le reste, ce sont des vieilles choses là, que j'étire depuis un certain moment. Là. Expert agile depuis 2008, chargé de cours depuis 10 ans quand même. Je suis bien content de continuer à enseigner l'agilité et toujours co-auteur du livre Choisir l'agilité, mais c'est un truc de 2009 ça aussi. C'est vraiment ça daté. Notre entreprise Curiosity, comme Simon-Pierre a mentionné, c'est anciennement la division technologique d'une entreprise qui s'appelle HyperShell. On a décidé d'être vraiment avoir notre propre marque de commerce parce qu'on a un segment différent de celui de notre groupe principal, là, HyperShell et GCM, qui eux autres font plutôt de l'ingénierie. Donc, on a vraiment pris la peine de marquer qu'on était une boîte informatique pour le domaine manufacturier et industriel. Si ça vous intéresse, on en reparlera après la conférence. Donc, on passe à la prochaine, s'il te plaît. Qu'est-ce qui nous a donné l'idée de cette conférence? Avant de rejoindre les gens de Curiosity, j'étais dans une entreprise publique, gestionnaire par intérim. J'étais directeur des product owners là, dans une boîte qui faisait des produits au public. Et là, c'est le challenge. C'est beau d'être le coach agile, mais là, j'avais le challenge gestionnaire qui devait faire sa reddition de compte. Puis, j'appliquais ce que moi-même j'enseignais. Là, ça, il n'y avait pas de problème. Mais 2, j'ai vu que des fois, il me manquait de l'information, moi, pour être capable de faire la reddition de compte. Puis, ça m'a fait réfléchir. Surtout qu'on avait un mandat d'audit qui nous demandait de reviser nos processus de gestion de projet. Donc, ça valait la peine d'y réfléchir, non seulement parce que j'en avais besoin, mais aussi parce qu'on me l'avait demandé. Et sinon, quand j'ai rejoint Curiosity, j'ai réfléchi à comment c'était pas facile de produire le fameux tableau de bord dont j'ai besoin, qui, à mon avis, donne toutes les informations qui sont les bonnes pour moi, à partir d'un outil à la Azure DevOps ou celle de Jira. Parce que c'est assez limité les tableaux qu'on nous donne par défaut dans ces outils-là. Et là, Simon-Pierre me dit, mais ouais, avec mon client actuel, je fais tout ça dans Power BI. Ah, ben, regarde donc. Fait que là, on a eu cette discussion-là, moi et lui. C'est pour ça qu'on donne cette présentation-là ensemble. Donc, c'est moi qui commence pour expliquer ce que je recherche dans un tableau de bord de gestion. C'est lui qui poursuit en disant comment lui parvient à faire tout ça avec Power BI. Donc, une portion un petit peu plus gestion, une portion un petit peu plus technique. Des petits principes qu'il faut que je rappelle avant de commencer là, pour qu'on soit d'accord sur ce que je cherche à faire exactement avec mon tableau de bord. Premièrement, l'inversion du triangle. Vous savez peut-être, mais ça fait un moment qu'on en parle, qu'en gestion traditionnelle, la chose qui est la plus importante pour commencer, c'est de connaître sa portée. De cette portée découle un budget et un échéancier. Et habituellement, on essaie de protéger notre budget, non, c'est le contraire, on essaie de protéger notre portée. Par exemple, si vous construisez un pont, vous ne voulez pas négocier la portée du pont, on le veut complètement. On est prêt à faire des sacrifices sur le budget et l'échéancier si nécessaire. En agile, c'est le contraire. Normalement, votre enveloppe, c'est ce que vous devriez protéger. Donc, vous devriez dire, je vais faire le meilleur des produits possibles dans les ressources disponibles. Donc, ça, c'est un premier principe important. Deuxième principe important, des fois, on a l'impression que le but, c'est de réussir chacun de nos sprints, comme si chaque sprint était un petit projet. C'est une erreur. Vous êtes en mode projet. Donc, vous visez un objectif moyen-long terme. La fin d'un sprint, c'est un point d'inspection. Je veux savoir où j'en suis rendu pour prendre une meilleure décision pour mon prochain coup. Comme moi qui joue au golf, je
vous garantis que je ne vais pas vous dire tous les coups que je vais faire pendant ma partie. Je fais un premier coup, je regarde où je suis et je prends une décision par la suite. C'est la même chose ici qu'on essaie de faire dans une gestion de projet agile. Autre principe important, des fois dans les tableaux de bord qu'on voit en agile, on mesure beaucoup le présent. Qu'est-ce qu'on a jusqu'à maintenant? Ce n'est pas suffisant. Ça prend aussi la projection pour savoir justement est-ce que je vais réussir à livrer la plus belle portée possible dans les ressources disponibles. Bien, elles sont où mes ressources disponibles? Puis je pourrais même faire un lien avec l'autogestion. L'autogestion, c'est de permettre à des gens de prendre les bonnes décisions dans un cadre donné. Donc, un objectif clair, des contraintes claires, et après ça, de l'autonomie. Bien, les contraintes, c'est notamment le budget et l'échéancier. Donc, je veux que mes gens soient au courant de ces choses-là pour m'aider à rentrer dans l'enveloppe disponible. Prochaine diapo. Bien, ça fait un petit peu du pouce sur ce que je viens juste de dire. Moi, en tant que gestionnaire, j'aime beaucoup rendre conscient, même l'équipe de développement, des contraintes disponibles. Donc, des fois, on les protège en disant, ils n'ont pas besoin de connaître le budget, ils n'ont pas vraiment besoin de connaître l'échéancier. C'est ma responsabilité, c'est ma pression. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est ma pression, c'est ma responsabilité, mais quand les gens sont au courant de ce que j'essaie d'accomplir en tant que gestionnaire, j'ai plus d'appui, puis j'ai plus de propositions de la part de mon équipe de développement pour y arriver. Donc, j'ai une tendance à partager de la même façon qu'eux partagent de leur côté, transparence mutuelle, je dirais. Première chose, je ne parlerai pas de burn down dans mon tableau de bord. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il est mal adapté à le suivi d'un projet. Un burn down, si je l'utilise correctement, quand une équipe réussit à faire une certaine portion de la portée, la ligne du haut devrait descendre. Imaginez que votre product owner rajoute du matériel. Qu'est-ce que vous allez faire? Remonter la barre du haut? On va avoir une impression que l'équipe n'a rien fait. Ça ne fonctionne pas. Donc, normalement, vous devriez actualiser le baseline. Faire bouger votre ligne par le bas. Les gestionnaires n'aiment pas beaucoup les lignes par le bas. Ça pourrait être pire. Imaginez que mon équipe continue de livrer. Je retire du matériel. Là, j'ai une barre qui flotte. Là, les gestionnaires nous posent beaucoup trop de questions par rapport au graphique. Donc, j'ai abandonné depuis très longtemps l'idée d'utiliser un burn down pour mon suivi de projet. Pour mon suivi de sprint, je continue. Mais pour le suivi de projet, à cause de la portée variable, j'ai abandonné l'idée du burn down. Prochaine diapo. Un graphique qui montre représente beaucoup mieux la réalité de ce que c'est un projet en agile. Donc, d'un sprint à l'autre, vous allez montrer vos acquis. Qu'est-ce qu'on a gagné jusqu'à maintenant? Puis c'est vraiment acquis comme le traditionnel, de la valeur acquise. J'avais tant de fonctionnels de prévu, j'en ai livré tant sur une potentielle de 100 %. Ici, là, mon tipping point, là, mon point pivot, le sprint 6 ici, là, on voit que je change ma façon d'afficher mes projections. Donc, jusqu'à maintenant, l'acquis, c'est le passé. Donc, je suis capable de montrer l'historique de ce qui s'est passé. À partir du point où je suis rendu, je fais des projections. Je peux faire une projection pessimiste, une projection optimiste pour me dire, je devrais y arriver entre temps et temps. Donc là, ça m'aide. J'ai ma projection de ma portée ici. Là, je vais continuer la présentation avec ma projection sur le budget puis sur l'échéancier. En mettant les trois ensemble, là, je vais avoir une bonne idée de où je m'en vais. J'ai-tu autre chose à ajouter? Il me semble que j'ai déjà tout mentionné. Peut-être la petite mise en garde ici. Je vais vous montrer un cadran qui mesure la valeur. Les points, ce n'est pas de la valeur. Si vous êtes habitué de travailler avec des PBI par sprint, parce que vous êtes dans la nouvelle façon de mesurer, là, qui est un petit peu plus inspirée du Kanban, ou si vous utilisez la méthode des story points ou du poker planning, ce sont des coûts. Hein? Quand on dit que j'ai gagné de la valeur parce que j'ai livré 13 points, c'est une erreur, c'est un abus de langage. Je vais vous montrer un autre cadran pour la mesurer, la valeur. Ça, je ne l'ai pas enseigné souvent, celui-là, parce que je ne l'ai pas vraiment utilisé avant d'être moi-même un gestionnaire.
Donc, j'avais besoin de savoir, est où ta contrainte de budget et d'échéancier? J'utilise ce graphique-là pour y arriver. Là, vous vous demandez peut-être, pourquoi ici tu multiplies tes sprints? Pourquoi tu ne montes pas seulement le même rythme de sprint qu'avec ton sunset graph? Parce que la période de paye arrive exactement en milieu de mes sprints. Donc, j'avais toujours des discussions difficiles avec mes gens de finance qui disaient, « T'es rendu à combien? Tu as l'air décalé d'une semaine. » Donc, j'ai été au plus petit dénominateur commun, la semaine, et là, j'avais un suivi qui fonctionnait pour et à la fois les gens de finance, à la fois les gens d'Agile. Donc ici, d'une semaine à l'autre, je montre combien on a dépensé d'argent jusqu'à maintenant. Ici, je n'ai pas mis une projection pessimiste et optimiste. Pourquoi? En Agile, si vous ne changez pas votre équipe, et si on exclut les dépenses qui sont des dépenses ponctuelles, votre dépense, elle est linéaire. Ce sont surtout des salaires. Donc, je n'ai pas vraiment besoin d'ajuster ma projection, mais je pourrais ajuster, par contre, si j'avais fait un ajustement sur mon équipe, le burn rate. Et ma ligne changerait d'inclinaison, je vous dirais. Ici, on voit mon budget initial à 350 000 et on voit que je me suis permis une révision de budget ici pour l'amener à 400 000. Je trouve ça intéressant qu'on voit la variation de manière graphique. Prochaine diapo. Voyez aussi comment j'ai ajouté ma date de livraison comme étant un indicateur directement sur le graphique. Donc ici, je suis capable de savoir que je visais le sprint 8 initialement au début du projet et probablement en même temps que j'ai monté le budget, maintenant je vise le sprint 10 pour y arriver. Donc c'est intéressant de laisser une trace de ça, mais si les gens trouvaient que ça crée trop de bruit, je pourrais enlever les lignes historiques. Je n'ai pas nécessairement besoin de les afficher sur le graphique, mais moi je trouve ça intéressant. Comme sur le Sunset Graph, là, je serais obligé de te demander de revenir de 3 à 4 slides. Pas grave, ça. Je l'avais gardé, moi aussi, mon historique sur la portée ici. C'était ma deuxième colonne. Je suis un fan de garder l'historique sur mon graphique de suivi, mais il y a des gens qui préfèrent les enlever, qui trouvent que ça crée du bruit, puis je suis confortable avec ça, selon l'organisation avec laquelle je travaille. Donc, voyez-vous, mon jeu, c'est d'avoir les deux graphiques. Le graphique du Sunset Graph qui, si j'ai pris la peine de dire, il faut que tu arrives au moins à cette hauteur-là parce que c'est ton MVP, le reste, c'est de la valeur ajoutée. Et il faut que ta ligne de projection rentre dans l'enveloppe. Et l'enveloppe, là, c'est la jonction de ma date de livraison avec mon budget. Tant que ma petite ligne pointillée arrive au bon endroit, c'est-à-dire en dessous du point, je sais que je suis correct. J'ai travaillé avec des gens du juridique. Les graphiques, ils n'aiment pas ça. Ils aiment lire. Je ne les comprends pas, mais ils adorent lire. Limite, le tableau, c'est même un peu trop graphique pour eux. Hein? Ils auraient préféré que je fasse un paragraphe avec ça. Mais ici, je trouve ça important de ne pas seulement afficher les choses sous une forme graphique, mais de les afficher aussi sous la forme d'un tableau, parce qu'il y a des gens qui veulent voir les chiffres, ils ne veulent pas tant voir la tendance. Vous voyez quand même que je monte mon initial puis mon revisé. Si j'avais à changer le burn rate parce que j'ai changé la composition de mon équipe, c'est ici que je le ferais. Prochaine diapo. Je sais que tu t'inquiètes, j'ai presque fini. C'est encore correct. La valeur. Je vous ai dit que je voulais surveiller la valeur, mais pas avec les points. Un retour sur investissement, c'est un bénéfice sur un coût. Les story points, c'est le coût. Il me manque le bénéfice. C'est ici que je les retrouve, mes bénéfices. Vous avez deux façons de le surveiller. Puis en fait, des fois, je les surveille des deux façons. Ici, vous pourriez voir ça sous la forme d'épopée. Donc, vous avez fait, par exemple, un story mapping. Et là, chacun des couloirs apporte de la valeur dans votre story mapping. Et vous avez associé une certaine portion de cette valeur-là. Donc, votre objectif, c'est de finir complètement un couloir pour obtenir une première tranche de votre valeur. OK? Ici, en tant que gestionnaire, je peux me poser des sérieuses questions. Comment ça se fait que vous avez commencé plus d'une tranche en même temps? J'aurais cette discussion-là, moi, avec l'équipe. Voyez-vous comment cet outil-là, qui normalement est de la reddition de compte, devient un outil intéressant comme discussion dans le Sprint Review, la revue de sprint, où j'ai des choses intéressantes de perspective de gestionnaire à raconter à mon équipe. Ici, c'est vraiment la valeur
viser, là. Imaginez que vous avez un processus dont le but est d'améliorer sa performance de 10 jours. Donc, imaginez que vous avez livré une tranche et que vous avez déjà sauvé 3 jours sur un potentiel de 10 jours. C'est ça que j'inscrirais ici. Que j'ai réussi à aller chercher un peu moins de 30 de ma valeur jusqu'à maintenant. Et là, j'irais même la vérifier, parce que c'est de la valeur théorique, basée sur le fait que c'est ça que j'ai dit, que mes PBI, mes User Stories allaient faire. Mais vous avez un incrément, vous prétendez avoir libéré 3 jours d'amélioration, testez-le auprès de votre clientèle pour vérifier que vous l'avez vraiment acquis, ce bénéfice-là. Je ne l'avais pas pratiqué, je ne suis pas pire. Non, oui, tu es encore pas pire. Ça donne ça au total. Ah, petit bonus ici, là, j'ai l'historique de la vélocité. J'aurais pu le mettre ou l'enlever, ce n'est pas très important, mais moi, c'est un tableau de bord qui, en tant que gestionnaire, comité de pilotage, reddition de compte, fait la job. Oh mon Dieu, les appareils photo, clic, 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 clic. On pourrait partager les diapos aussi, hein, puis... J'ai pas réussi à déposer le gabarit, mais j'ai un gabarit Excel aussi qui fait ça. Ah! Sauf que le gabarit Excel, c'est ce qu'on fait tous, ça. Extraction dans Jira, colle ça dans ton Excel. Pas lui. Lui, il fait ça avec Power BI, fait qu'il n'utilise même pas mon gabarit, puis c'est ton tour, Simon-Pierre. Parfait. Donc, oui, non. Excel, moi, je considère ça comme faire du papier. Okay? Donc, si vous aimez ça écrire puis gratter sur du papier, Excel, c'est encore la bonne possibilité. Je vais quand même expliquer là, qu'il y a des choses qui peuvent être faites dans Excel quand même. Donc, là, on a une situation pénible. Nos données, la disponibilité des données et la centralisation des données, on va le voir tout à l'heure, mais les données viennent d'un peu partout. On a certaines ressources externes. Jira, je m'excuse, c'est un bon outil pour le suivi au quotidien, mais quand tu viens pour chercher les données là-dedans pour les afficher dans un Excel, c'est un cauchemar à aller les chercher. Là, je ne parle même pas, lancez-moi pas sur les locales puis les régionalisations. Okay? Un chiffre n'est pas un chiffre, un texte n'est pas un texte, une date n'est pas une date, puis tous les systèmes ont une façon différente de le noter. Okay? Donc, les données entre elles, c'est tout le temps un cauchemar aussi à juste agencer tout ça. Puis, Mathieu en a parlé tout à l'heure, dans Jira ou dans Azure DevOps, ce qui est inclus, ça peut faire la job pendant une semaine ou deux, mais après ça, on se dit, il me manque de quoi. Puis c'est tout le temps ça qui arrive. DevOps a l'avantage d'avoir plus de graphiques d'inclus de base, mais même eux sont rapidement insuffisants. Nos données viennent de partout. Là, il a fallu le simplifier pour la présentation, mais je suis sûr que vous reconnaissez plusieurs des icônes qui sont là. Okay? Donc, on a Atlassian, Jira, on a Azure DevOps, mais on a des données qui peuvent venir de Git, qui peuvent venir de Docker, qui peuvent venir de SAP. Je parlais de difficultés sur les données tout à l'heure. Ça en est un pas pire, lui. Ça peut venir d'une base de données locale, d'un système de gestion de feuilles de temps. Ça peut venir d'un third party aussi. Donc, on a des données qui sont partout. Puis ça peut être intéressant d'avoir toutes ces données-là pour être capable de faire un bon suivi, comme Mathieu disait. C'est quand est-ce qu'on a livré, c'était quoi nos dates. Mais tout ça, ce n'est pas centralisé. Donc, puis il y a certaines informations qui sont fragmentées. Donc, on a comme une partie, bon, ben, OK, on a nos user stories qui sont là, mais il y a eu combien de temps qui a été mis là-dessus? On ne le sait pas parce que c'est un troisième logiciel qui vient nous donner nos feuilles de temps. Fait que, tout faire ça est compliqué et, comme Mathieu disait, traditionnellement, on va aller faire une extraction, on va aller mettre ça dans Excel, on va faire des manipulations manuelles dans le Excel. Qui dit manipulation manuelle dit risque d'erreur. Très grand risque d'erreur. Juste dans l'exemple Excel que Mathieu nous a fourni, j'ai trouvé une erreur en montant le Power BI. Il y avait une erreur sur la date. Non. Il y avait une erreur sur la date. Donc, c'est ça. La situation idéale, ce serait d'avoir accès à toutes nos données de façon centralisée, dans une seule plateforme, puis que nos données soient toujours à jour. Parce qu'encore une fois, quand tu vas faire tes extractions dans Excel, il faut que tu te prennes la peine d'aller chercher tes données, faire les manipulations pour l'extraction de données, aller mettre ça dans ton Excel. Déjà, juste le temps de faire ça, tu es probablement rendu une semaine en retard sur le data où est-ce qu'il est rendu. Donc, c'est un processus qui est long et fastidieux dans Excel quand tu fais des extractions manuellement. Puis, on a des opérations récurrentes, parce que là, toutes ces extractions-là, on peut l'automatiser. Ça s'automatise très bien, d'ailleurs. Je vais vous montrer comment. Mais
en n'ayant pas à faire toutes les manipulations manuelles récurrentes, bien, on sauve tout ce temps-là parce que le système va le faire pour nous. Et l'autre situation idéale, Excel, il fait des bien beaux graphiques, mais il est limité. Il y a des visuels qui peuvent être plus intéressants pour présenter certains types de données. Donc, comme on disait, 2 solutions. Un tableur ou un outil d'intelligence d'affaires. Là, aujourd'hui, je vais vous présenter plus Power BI, mais si vous êtes plus du genre à vouloir utiliser Tableau, il fait exactement le même travail. Okay? Mais c'est ça. Donc, il y a des outils d'intelligence d'affaires qui vont être intéressants. Pour acquérir les données, puis là, oui, je vous parle de la solution Microsoft qui s'appelle Power Query. Power Query peut être utilisé aussi pour alimenter Tableau. Si jamais votre tableau, vous dites OK, non, on n'est pas capable d'aller tout chercher les données, vous seriez quand même capable, avec le data flow, d'aller chercher vos données avec Power Query. Okay? Mais Power Query, son avantage, c'est que justement, il nous montre une source de données. Mais cette source de données-là va acquérir ces données de partout. Okay? Il y a, là, quand j'ai monté le PowerPoint, il y avait déjà au-dessus de 150 connecteurs préexistants avec des bêtas. Je ne sais pas si on le voit. Oui, il y en a un là, qui est en bêta, là, les 3 avant la fin. Donc, ils sont en train d'en rajouter. Et en plus, il y a des connecteurs universels pour si jamais vous ne trouviez pas ce que vous aviez de besoin. Okay? Donc, il veut vraiment être capable d'aller chercher les données de partout. Et partout, vous voyez des exemples, là, Excel, CVS, des bases de données, même PDF. Je ne suis pas sûr comment ce qu'il fait pour PDF. Par contre, je ne l'ai jamais testé, mais ça fait partie des sources qui sont disponibles. Okay? Vos données vont toujours être à jour parce que Power Query va aller chercher ces données selon un taux d'actualisation que vous allez vouloir donner. Je ne vous suggère pas le Direct Query, juste par principe que c'est très... à moins de vouloir faire des données live sur un champ de production, n'utilisez pas ça parce que c'est très gourmand. Okay? Mais souvent, vous avez besoin de vos rapports une fois par semaine, une fois par mois. L'actualisation, une fois par semaine, c'est suffisant. Parce que ça reste gourmand quand même acquérir des données, surtout s'ils viennent de partout. Avec mon client actuel, avant l'optimisation, ça me prenait 15 minutes. Maintenant, je suis rendu plus autour de 3 minutes, là, une fois les données optimisées. Là, mais on peut s'attendre à du 15 minutes, une demi-heure là, quand on n'est pas optimisé. L'avantage d'y aller comme ça, c'est que autant dans Excel que dans Power BI, on peut faire des relations entre nos données. Fait que là, même si nos données viennent de SAP, ServiceNow, Jira, DevOps, name them, okay? Peu importe d'où est-ce qu'ils viennent, ils sont tous centralisés à un endroit et Power Query se fait considérer comme étant une source de données unique. Comme il crée des tables comme si c'était une base de données normale, vous pouvez dire à Excel ou à Power BI, là, je préfère le graphique de Power BI parce que celui d'Excel est un peu donne mal à la tête, mais on est capable de dire cette table-là qui vient de SAP avec celle-là qui vient de 7Pace, par exemple. Bon, bien, on a une relation 1 à étoile, et voici ma clé qui permet de lier les deux. Comme ça, on va être capable de faire des rapports qui vont être en mesure de parler entre eux et de faire des filtres entre eux. Ce qui ça est un gros avantage aussi par rapport aux acquisitions de données plus traditionnelles. C'est possible de le faire en Excel, mais okay. Une fois qu'on a ces données-là, il faut trouver comment les afficher. Mathieu a montré des beaux rapports, mais là, je vous montre justement, bon, dans Excel, vous les connaissez probablement tous, là, les graphiques croisés dynamiques, les bar charts, etc. Dans Power BI, on a un petit peu plus d'options. Tout ce qui est en haut ici est ce qui vient de base. Okay? Ça ici, c'est des modules que j'ai rajoutés pour l'exemple. Il y en a une pelletée. La majorité sont gratuits pour de vrai, là, puis on est capable de faire quelque chose de très bien. Tous les exemples qui sont dans ma partie du bas qui ne représentent rien, c'était juste un exemple pour la présentation, mais on voit que j'ai une carte qui est dynamique. Donc, si, là, je ne peux pas faire l'exemple, mais supposons que, là, mon curseur n'est pas là, mais supposons que je viendrais cliquer sur Montréal, toutes les données qui sont autour filtrées pour avoir que les données qui sont à Montréal. Okay? Donc, vos graphiques sont en mesure de communiquer entre eux aussi en fonction des données, du moment que vous ayez accès à vos données. Ça prend un grand bureau, par contre? Là? Ça prend un grand bureau pour Oui. Donc, la comparaison entre Excel et Power BI. Donc, j'ai reproduit rapidement, là, donc ce n'est pas reproduit à 100% parfaitement, là, mais j'ai reproduit les graphiques de Mathieu dans Power BI.
on va remarquer, là non c'est trop petit, là, mais on remarquerait si ce n'était pas aussi flou que mon petit tableau ici n'est pas formaté de la même façon que Mathieu et je n'aurai jamais la possibilité de le faire parce que les données ne sont pas de la même nature. Okay, donc dans Excel, c'est sûr que chaque cellule, vous pouvez les formater comme vous voulez séparément. Power BI ne peut pas faire ça, il faudrait que toute la colonne soit du même type. On va le voir ici. J'ai des pourcentages, parce que c'est des pourcentages pour toute la colonne, donc oui, je suis capable de le formater. Ici, il y a des dollars avec des unités, je ne peux pas le faire. Donc, je perds cette flexibilité-là dans Excel. Par contre, le fameux graphique d'avancement des récits, comme Mathieu avait, quand il m'a envoyé ce tableau-là, il arrive et dit « Je ne suis pas satisfait, il ne me convient pas, il n'est pas beau. Okay, je vais essayer de trouver autre chose. » Donc, on a ici le bullet chart qui n'est pas disponible dans Excel, mais que Power BI, on est capable de l'avoir. Donc, on a une plus grande flexibilité au niveau de comment on présente les données, parce qu'il y a beaucoup plus de choix et on est très flexible. Tous les graphes sont 100% personnalisables. Donc, on peut changer les couleurs, le style, on peut mettre plusieurs séries de données, là, un peu comme Mathieu là, a fait. J'ai différentes séries de données pour être capable de l'afficher comme je le veux. Donc, ça fonctionne très bien. Puis, oui, exact. C'est tout ce que j'avais à dire sur celle-là. Je m'excuse. Donc, là, comme je disais, là, vous allez voir, ça se met à bouger. Okay? On a, dans Power BI, puis ça, c'est quelque chose que Power BI nous donne accès, que dans Excel, le pivot graph et la pivot table vont pouvoir se filtrer entre eux. Okay? Mais c'est les deux seuls qui interagissent ensemble. Dans Power BI, c'est absolument tous les éléments graphiques qui sont là qui réagissent. Donc là, vous pouvez voir, ici, je suis en mode filtre. Donc, dès que je choisis quelque chose, peu importe où, puis là, vous allez voir que le curseur va cliquer client 1, tout a filtré, puis c'est dynamique. Là. Ça, c'est une prise live là, que j'ai faite. C'est une vidéo que je me suis amusé à cliquer un peu partout, puis on voit justement que tout filtre en fonction de ce qui est sélectionné. De l'autre côté, ce qui est intéressant, c'est on est en mode ici mise en évidence. Donc là, vous allez voir que lorsque, bon, il y a des filtres qui sont faits, mais à un moment donné, je me mets à cliquer dans les différents graphiques, puis vous allez voir, regardez bien la tarte ici, la tarte ne bougera pas, mais vous allez voir qu'il va highlighter. Puis là, ça fonctionne dans les deux sens. Fait que là, j'ai choisi ici. Fait que là, on voit dans le graphique du haut la correspondance. Et à l'inverse, quand je vais aller cliquer dans les barres en haut, on va voir, il va nous mettre en évidence qu'est-ce que ça représente dans la tarte exactement. Donc, Power BI, vous pouvez décider chacun des graphiques est-ce qu'il fonctionne en mode filtre ou en mode mise en évidence. Les tableaux sont toujours en mode filtre, mais les autres graphiques, là, vous pouvez décider d'être en mise en évidence. Autre chose super intéressante. Dans Power BI, on a accès à créer une version mobile. Pour les gestionnaires, ils aiment bien ça, être sur le téléphone, sur la route, puis voir comment est-ce que les projets vont. Donc oui, on a le tableau de bord traditionnel pour la version horizontale de bureau, mais on a aussi la possibilité d'avoir la version mobile. Et vous remarquerez que le tableau avec toutes mes épopées puis mes récits n'apparaît pas dans la version mobile parce que j'ai décidé volontairement de l'enlever parce que, ben, d'un, elle ne rentrait pas. C'est trop large, donc ça ne se fait pas bien. Puis, j'ai un sélecteur qui, dans la version pour vous à gauche, c'est un radio button, mais un radio button sur un téléphone, ça ne se clique pas bien. Donc, j'ai changé le style pour que ce soit deux gros boutons qui sont plus faciles à cliquer. Donc, on a cette liberté-là aussi qui est souvent appréciée aussi de plusieurs gestionnaires de pouvoir dire, bon, ben, OK, je suis sur la route, puis là, je ne vois pas, je zoome, puis là, en plus, Power BI, il clique partout, fait que mes graphiques sont tout mêlés. Donc, d'avoir une version spécifique pour le mobile qui est optionnelle, mais qui est disponible, ça reste un outil intéressant. Puis là, avec les mêmes données, on s'entend que vous avez déjà récupéré toutes vos données de partout. Mais vous êtes capable d'avoir différents tableaux de bord pour différents tableaux de bord ou différents rapports, qui sont deux concepts différents dans Power BI, mais pour différentes équipes. Donc, vous pouvez avoir le grand tableau de tout à l'heure qui montre les projections ou qui montre l'avancée du projet pour les gestionnaires. Et vous pouvez avoir celui pour l'équipe qui regarde justement. J'utilise un burn-up, pas un burn-down. Okay? Donc, qui utilise le burn-up pour l'équipe, qui peut voir aussi le petit graphique là, quand je vais arrêter de jouer avec. Le petit graphique, on voit quand les items qui ont été enlevés ou ajoutés, okay, avec le baseline, qu'est-ce qui s'est passé. On peut même afficher du HTML. Okay? Donc, les buts de sprint, c'est du lorem ipsum, mais
on s'entend que mes buts de sprint viennent d'un plugin qui s'appelle Sprint Goal dans Azure DevOps. C'est du HTML qui me donne et je suis capable de l'afficher là aussi. Et il se fait filtrer de la même façon que les autres données. Donc, ça donne une liberté absolue. Si vous avez un programmeur en plus qui fait du web, vous pourriez lui faire formater ça d'une façon typique pour avoir une mini page web incrustée dans votre rapport. C'est des possibilités là, qui s'offrent à vous aussi dans Power BI. Bonne chance pour le faire en Excel. Non. Donc, là, c'est sûr que je manquais de temps aujourd'hui pour vous faire une grande présentation de tout le Power Query et l'acquisition de données. Par contre, il y a un blog que je vais écrire. D'ailleurs, avec la communauté Power BI, là, c'est une autre présentation que je fais un peu sur le même sujet. Parce que l'acquisition de données, oui, ça vient de partout, mais il y a des limites à ce que Power Query est en mesure de digérer. Donc, j'ai appris comment contourner ces limites-là. Quand je vous ai dit tout à l'heure que je suis passé de 15 minutes à 3 minutes pour le rafraîchissement de mes données, c'est qu'il a fallu que je travaille beaucoup sur l'optimisation. En travaillant sur l'optimisation, ça m'a permis de trouver quelques petites passe-passe pour empêcher la multiplication des connexions, empêcher aussi le fait, parce que là, quand on est web, Jira et DevOps ont le même problème. Là, quand on est web, c'est du get, mais pas tout le temps. Jira est fort sur acquérir des données par un post. Fait qu'il faut déjà que tu lui fournisses une valeur pour qu'il te retourne une valeur. J'ai trouvé comment faire ça aussi. Donc, toutes ces petites limitations-là qu'on aurait pour des sources qui ne sont pas des bases de données traditionnelles, je vais écrire là, justement là, des billets par rapport à ça. Là. Fait on a la pagination pour le get, l'acquisition par le post, le OData, juste un Q si jamais vous en allez là, mais le OData crée une connexion par requête. Donc, il faut que vous vous identifiez pour chacune des requêtes. Comment est-ce qu'on contourne ce problème-là? Power Query puis DAX, quand on est dans Power BI, on peut faire des requêtes en DAX aussi. Quand est-ce qu'on utilise Power Query? Quand est-ce qu'on utilise DAX pour optimiser nos données? Au niveau de la connexion, quand est-ce qu'on utilise le flux de données plutôt que de se connecter directement? Pourquoi est-ce qu'on utiliserait direct plutôt qu'import? Pour vos besoins, je vous dis, c'est toujours import. Okay? Mais pourquoi est-ce qu'on voudrait avoir direct query? Donc, tous ces problèmes-là qu'on peut avoir dans l'acquisition de données, je vais écrire des billets pour ces problèmes-là. S'il y a des curieux, je suis ouvert pour les questions aussi. Okay? C'est cela. Puis je pense que toi aussi, tu avais un blog, tu n'as pas ta diapo pour, mais tu avais un blog qui s'en venait aussi, je pense. Promets pas des affaires que... Tu es en train de me mettre le doigt dans le tordeur, là. Faut que j'écrive un blog, là. Non, je pensais que tu avais un sujet. Mais j'aimerais ça refaire un blog avec les propos de cette conférence-là, parce que là, je suis chanceux, je vous ai ici, là, mais il y a sûrement d'autres personnes qui sont intéressées. Et ça permettrait de mettre le lien vers le gabarit Excel là, qui vous fait rêver, là, je suis sûr. Je ne savais pas quand est-ce qu'on terminerait exactement. On ne s'était pas pratiqué ensemble. Nous autres, on est comme ça. On est casse-cou. Je vous avais promis une portion gestion, une portion technique. Je pense que vous avez été servi. Sébastien me regardait tout à l'heure avec un air suspicieux, puis il m'a dit « Tu connais ça, toi, Power BI? » Non, personnellement, je ne connais pas ça. C'est pour ça que avec Simon-Pierre, je réussis à faire des choses vraiment très intéressantes. Mais je sais combien de temps mes Scrum Masters passaient à faire mon tableau de bord avant le comité de pilotage, à la course, sur l'heure du lunch. Il fallait que moi-même, je regarde que les données fonctionnent avec mes données à moi, avec les données financières, sur l'heure du lunch, parce qu'on a notre comité de pilotage en début d'après-midi. C'est beaucoup d'efforts quand on n'a pas ce genre d'outillage-là, puis c'est une espèce de stress qui revient toutes les 2 semaines, hein, mine de rien, là, ça va assez vite qu'on est obligé de refaire ces manipulations-là. Bon, on finit par être assez habile, là. Puis même dans mon organisation, on était chanceux, on avait investi, exposé les données de Jira à travers un web service qui nous permettait au moins, à partir d'Excel, d'interroger directement notre Jira. Ça n'a rien à voir avec toute la magie que Simon-Pierre vous a présentée, mais on avait quand même quelque chose d'un peu mieux que copier-coller une extraction qui vient d'Excel, là. Et malgré tout, ça venait bouffer nos heures de lunch pour être prêt pour le comité de pilotage en début d'après-midi. Donc, ça peut paraître un peu technique, ça peut paraître un investissement un peu important, mais
comparé à toutes ces heures-là, au nombre d'équipes que vous pouvez avoir dans votre organisation et le stress d'être prêt pour vos comités de suivi, de reddition, de pilotage, moi, je pense que ça en vaut la peine. J'aurais aimé croiser Simon-Pierre quelques mois d'avance. Ça m'aurait bien aidé. Ouais, mais je me souviens moi aussi que pour un autre client que j'avais eu par le passé, c'était de 2-3 heures que j'avais à faire à chaque semaine pour le comité, justement. Puis, non, je me suis vite dit, il faut que je me trouve quelque chose qui va m'éviter ça. Monter un Power BI, comme j'ai monté pour mon client actuel, ça a pris son temps, mais maintenant, j'ai plus à m'en soucier. Les données sont toujours à jour, mes tableaux sont toujours faits. Donc, un peu moins d'une semaine, peut-être, là, d'investissement à tout monter, là, les rapports comme il voulait, en trouvant les bonnes sources. Là, je vous évite l'optimisation là, qui a été faite au travers, là, mais mettons sans l'optimisation, là, peut-être une vingtaine d'heures d'ouvrage, mais maintenant, je n'ai plus besoin de m'embadrer. Puis, les gestionnaires peuvent aller voir le rapport quand ils veulent parce que j'actualise mes données à chaque jour. Donc, à minuit de chaque journée, puis à midi de chaque journée, dans le fond, j'actualise mes données, puis ils ont toujours des données fraîches. Okay. Donc, et moi, je n'ai pas besoin de faire aucune manipulation. Tout ce que j'ai eu à leur fournir, c'est un tableau de bord, puis eux, ben, ils sont super heureux, puis ils vont le voir, c'est ça, c'est vivant après ça. Puis s'il y a des modifications, on fait des modifications sur le rapport déjà existant, mais j'ai déjà accès à toutes mes données, donc faire des petites manipulations, après ça, ça va bien. Juste avant la période de questions, je vais finir avec une anecdote. Après ça, on a un plein 10 minutes pour les questions. Ça va faire plaisir, mais j'ai du temps pour une anecdote. Puis je l'aime bien. C'est un retour d'expérience de ce que ça veut dire être responsable du budget et en même temps être transparent avec son équipe. Donc, j'avais une équipe qui allait terminer une livraison importante dans un mois. Je savais que j'avais besoin d'eux absolument dans 6 mois. C'était le prochain projet fort, mais il ne pouvait pas démarrer avant 6 mois. Donc, j'avais un trou à remplir, là. Il fallait que j'occupe mon équipe pendant 6 mois. J'ai trouvé un projet moins important que celui qui est d'un projet fort dans 6 mois, mais je ne voulais pas qu'il dépasse. Je ne voulais surtout pas empiéter sur mon projet le plus important. J'en ai parlé avec mon équipe. Là, on parle de la contrainte ici. Mon contrainte est plus de temps que d'argent ici, là, mais si vous étiez cette équipe-là et que je vous donnais mon projet B, est-ce que vous seriez capable de rentrer ce sujet-là en 6 mois? J'ai posé cette question-là à l'équipe. L'équipe a dit, nous donnes-tu quelques jours, une sorte de sprint zéro pour y arriver? J'ai répondu, bien absolument. Je suis un ancien coach agile, je ne refuse pas des sprints zéro, moi. Fait que je dis, oui, bien sûr, vas-y, allez-y. Là, ils n'étaient pas habitués à ce style de gestion-là. Hein? Au début, ils sont revenus puis ont dit, qu'est-ce que c'est ça? Tu nous manipules? C'est quoi cette affaire-là de nous dire quoi faire? Wow, j'ai recommencé. Êtes-vous d'accord que le projet A est le plus important pour l'organisation? Oui. Êtes-vous d'accord que le projet B est moins important que le projet A? Oui. Êtes-vous d'accord qu'il faut le réussir en 6 mois pour que ça vaille la peine de commencer le projet B? Oui. Allez voir si c'est possible. Et là, ils ont réfléchi, pas juste à combien ça coûte, ils ont réfléchi à comment on peut faire pour atteindre l'objectif en 6 mois. Ils sont devenus force de proposition. Très intéressant. Deuxième chose, le PO, pendant ce 6 mois-là, m'a dit, je ne sais pas ce que tu as fait à mon équipe, mais je ne les ai jamais sentis alignés en équipe avec moi. Il était à peu près 7, donc 8 plus le PO. On était 8 à essayer d'arriver dans les temps à livrer quelque chose d'intéressant. Est-ce que j'étais dégagé en termes de responsabilité? Absolument pas. Je continuais de surveiller ce que moi j'ai à surveiller. Je continuais de m'assurer qu'il ne manque de rien pour y arriver. Mais c'est ça, je pense, le fameux jeu du servant leader de son équipe. On essaie de s'entendre sur les paramètres, les objectifs, les contraintes, puis on travaille en équipe pour arriver dans nos résultats. C'est avec ça que je voulais terminer. On serait prêt pour la période de questions, si vous en avez. Y a-t-il un micro? Est-ce que vous vous promenez? Non, il n'y en aura pas? On m'avait promis un micro. Allez-y, madame. Bonjour.
C'est les... Un petit peu. Ouais. Du data management, pas trop. Okay, parce que oui, j'ai parlé de Jira, mais c'est DevOps, okay, qui est mon client actuel, là, ou avec les présentations, c'est DevOps qui utilise. Il y a plusieurs équipes que je chapeaute comme ça, puis ils sont pas structurés de la même façon. Okay? Malgré tout ça, le même rapport a pu servir les différentes équipes. Oui, il y a de la manipulation de données à faire, et pourquoi j'utilise beaucoup Power Query plus que DAX, c'est justement pour ça, parce que lui, il fait les manipulations à la source. Okay? Donc, je sais que souvent dans le Power BI, ceux qui sont habitués à faire du Power BI s'occupent plus des rapports et donc sont plus habitués avec DAX. Malheureusement, DAX, c'est du post-processing de data. C'est super bon pour les mesures, puis ça, je ne lui enlève pas. Il est super performant pour tout ce qui est mesure. Par contre, quand il y a manipulation de données à la source, c'est Power Query que ça te prend. Donc, trouve-toi quelqu'un qui est bon en M, mais ça s'apprend bien parce que la documentation de Microsoft est ouverte. Okay? Il n'y a rien que je n'ai pas trouvé sur Microsoft, sauf quand je suis allé pousser un peu plus loin. Là. Mais sinon, là, de base, là, tout est là. Puis, même comment acquérir les données du DevOps, c'est relativement bien expliqué. Okay, parce que tu peux utiliser les queries de DevOps directement pour tout ce qui est HTML ou qui n'est pas déjà présent dans ta table analytique. Okay? Mais sinon, la table analytique a absolument tout ce que tu as besoin. Tu peux aller chercher de là. Et là, c'est là que je suis allé jouer avec mes données. Il a fallu que je restructure comment l'arborescence dans DevOps est fait pour toujours avoir un standard. Donc, oui, j'ai mes work items avec toute leur data, mais ils sont toutes pêle-mêle quand on les reçoit. Donc, j'ai créé artificiellement l'arborescence en utilisant, il y a une colonne qui s'appelle links, okay, qui est parfaite pour ça. Là. Donc, oui, ça se manipule. Et une fois que les données sont manipulées, après ça, on travaille avec juste les données manipulées qui ressortent de là et avec les formats de date tout ajustés, parce que j'en ai qui sont Linux, j'en ai qui sont Microsoft, j'en ai qui sont peu importe. Là. Donc, toutes mes dates sont des vraies dates reconnues. Tous mes nombres sont des vrais nombres reconnus. Donc, avec ça, là, je suis capable de faire mes sommes, mes moyennes, tout ce que tu voudras avec l'échelonnage dans le temps. Donc, oui, ça se fait. Ça demande un peu de manipulation. C'est pour ça que j'ai dit que ça m'avait pris une vingtaine d'heures. Il faut les passer, ces 20 heures-là, mais une fois que c'est fait, ça va bien. Oui. Je vais vous inviter à continuer, par contre, par la suite. J'aimerais ça avoir le temps pour d'autres questions aussi. Oui? Moi, de mon expérience, les gestionnaires, ils aiment ça voir un roadmap. Un roadmap, oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez essayé d'implémenter? Bien, pas dans le tableau de bord de la reddition, le roadmap, mais j'ai parlé tout à l'heure du story mapping. En traditionnel, on utilise un chemin critique. Vous avez toutes vos activités qui se suivent avec vos dépendances et donc vos glissements. On a la même chose en Agile. Hein? Le story mapping, ce sont des couloirs, puis si vous n'avez pas fini certains éléments pour finir votre couloir, bien, vous ne réussissez pas à livrer votre morceau de valeur. Donc, vous l'avez, c'est juste qu'il est sous la forme d'éléments fonctionnels ou user story au lieu d'être sous la forme des activités. Ça pourrait très bien faire office ou d'utiliser, si vous êtes plutôt en UX design, vos parcours utilisateurs comme étant vos chemins critiques. J'ai réussi à couvrir un cas, j'ai réussi à couvrir un deuxième, et comme ça, vous avez votre planif. Ce qu'on essaie de représenter, c'est quelle équipe travaille sur quelle épopée, puis combien de temps encore ils ont prévu de travailler là-dessus. Ce que tu disais tantôt, ton équipe qui allait pouvoir commencer dans 6 mois. Tu nous amènes dans le multi-équipe. Oui. Ben, ça se fait. Je ne l'ai pas présenté, mais je l'ai fait justement pour... J'ai ce cas-là. Et encore une fois, dans Power BI, tu as des graphiques qui sont prévus pour ça. Là. Donc, encore là, c'est de l'alimenter avec les bonnes données, mais ça se fait. Et l'autre point que je dirais, n'oubliez pas l'importance et le genre de choses qu'on fait dans le PI planning, là, le Programme Increment Planning. Planifiez votre coordination ensemble. Jouez-la pas en silo où chacun attend le prochain.
Je suis en train de travailler avec des gens en externe, là, avec nos clients actuels. C'est important que si tu commences un sujet, je commence le même avec toi pour qu'on le finisse au plus vite, plutôt que d'ouvrir des sujets qui ne se ferment pas. D'où l'importance de suivre par couloir, là, par épopée. Voilà. Oui. Il nous reste combien de temps? 4 Je sens minutes. que les feuilles... Ah, un bon 4 minutes. Oui. Oui. Il faut toujours utiliser son jugement, mais je n'ai pas mis énormément d'infos. J'ai mis mon budget, mon échéancier, ma portée, ma valeur. J'aurais même pu ajouter les risques, puis je ne l'ai pas fait. Et je n'aurais pas été trop loin. 5 indicateurs de mesure, c'est pas si mal que ça. Mais comment interpréter, parce que là, on s'adresse à la même question en général avec les tableaux de réduction de compte, comment interpréter que ces graphiques-là sont bons ou pas? Est-ce qu'il y a une tendance générale ou que les patients sont... Je ne suis pas en train de dépasser l'enveloppe que tu m'as demandé et j'ai atteint 50 de la valeur que je suis supposé livrer jusqu'à maintenant. Voyons. Ce projet-là va On va bien. l'avoir. là. Mais là, c'est le principe de base. Il n'y a aucun graphique qui devrait être seulement lu. Il devrait toujours être de rapporter la discussion que tu as eue ou que tu devrais avoir. Il n'y a aucun graphique qui devrait être seulement être interprété. Un peu plus fort? L'accessibilité, oui. Vous en voulez un deuxième parce que je peux vous le prêter? Je fais de l'impartition. Mais si vous êtes en agile, vous comprenez la valeur des choses. Si vous considérez que le temps que vous passez, tous les Scrum Masters à faire cette espèce, et PO, hein, je dis Scrum Master, mais en réalité, c'est un travail d'équipe, là. Tout ce travail, ce temps perdu-là, ça ne vaut pas la peine de mettre une priorité 1 sur votre Simon-Pierre. Non. Je Non. pense que tu mets en place un framework qui va être utilisé par chaque équipe. Je ne crois pas que tu as besoin d'un expert Power BI dans chacune des équipes. Non. Je te confirme que non, parce que j'ai monté mon gabarit une fois et je l'ai réutilisé à l'infini dans toutes les équipes en changeant un paramètre. Là. Donc, Comme on n'a pas besoin de quelqu'un de DevOps dans chacune des équipes, leur rôle, c'est de mettre en place une infrastructure qui rend les équipes autonomes. Vous ne voulez pas en avoir partout. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? j'avais vu Il nous reste là. une bonne minute, je pense. Ouais. Ah, mon Dieu, ça se bat. Moi, je vais dépasser un peu. Oui. Oui. Il y en a qui aiment utiliser des moyennes, là, la moyenne des 5 piles, la moyenne des 5 meilleurs. Moi, je préfère utiliser les 3 dernières vélocités. Ça me donne une température du moment. C'était quoi ta vélocité la plus faible dans les 3 derniers sprints, ta plus haute dans les 3 derniers sprints? Puis là, tu les multiplies. Là, s'ils font 10 en pessimiste, 10, 10, 10. S'ils font 20 en optimiste, 20, 20, 20. Mais je confirme par contre qu'il y a des outils. Je ne les ai pas utilisés, mais j'ai vu qu'il existait des outils de projection. Mais je ne les ai pas utilisés, donc je ne peux pas te répondre plus que ça. Là. J'ai oublié. C'était là? C'est les Power Query, dans le fond, c'est un langage, OK, mais oui, la version serveur de Power BI a accès. Et dans le fond, si tu as accès à tes données, même en REST API, tu as accès à tes données. Donc, oui. Je vous remercie tout le monde d'avoir participé à la conférence.
Profitez bien de votre journée. Si vous avez des questions, on est ici, moi, Simon-Pierre, toute la journée. Accrochez-nous, ça va nous faire plaisir.